Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Ray McGovern, un vétéran de la communauté du renseignement, avec 27 ans passés à la CIA. Il a présidé les estimations nationales du renseignement et a participé à la préparation du rapport quotidien destiné au président. Merci d'être avec nous. Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment. La situation devient un peu plus dramatique de jour en jour. Trump n'aide pas vraiment à calmer le jeu. Mais l'événement majeur, évidemment, c'est le nouvel accord de paix proposé par les États-Unis. Ce que nous semblons entendre de la part des Russes, ou du moins ce que j'ai entendu au cours des dernières semaines, c'est qu'ils se sont rencontrés en Alaska. La Russie et les États-Unis semblaient être parvenus à un accord commun, puis ils sont repartis avec le projet que les États-Unis élaboreraient quelque chose, une proposition fondée sur ce qu'ils avaient discuté en Alaska. De nombreuses personnes, de Sergei Lavrov à d'autres, ont fait remarquer que les Américains ne leur avaient jamais répondu. Mais il semble que ce soit cela. Ou bien ce plan de paix en 28 points est-il une continuation de l'Alaska? Eh bien, Poutine dit que c'est le cas. Donc, de facto et de jure, c'est le cas. Beaucoup d'entre nous ont été surpris que Poutine l'accepte. Mais vous savez, si l'on regarde le contexte et qu'on élargit un peu la perspective et qu'on écoute ce que disent les dirigeants russes, ils ont toujours affirmé que leur priorité absolue était d'établir une relation décente avec les États-Unis. D'autres choses, l'Ukraine, les États-Unis rejoignant Israël pour attaquer l'Iran, ils n'aiment pas ça les Russes, mais ce sont des considérations secondaires. Maintenant, lorsque le sommet d'Anchorage a eu lieu, des accords ont été conclus. Trump savait à peu près à quoi s'attendre, car Witkoff les avait déjà évoqués. Il avait parlé à Poutine pendant, je crois, 6 heures à ce moment-là, environ 2 jours auparavant. Les accords conclus portaient donc sur un cessez-le-feu. Trump est arrivé. En fait, dans l'avion, il a parlé à un journaliste de Fox News et a dit « Je serais terriblement déçu si nous n'obtenons pas quelque chose qui ressemble à un cessez-le-feu immédiat. » Eh bien, il savait en y allant qu'il n'y avait qu'une infime chance. Si effectivement il a abordé ce sujet avec Poutine, et j'imagine qu'il l'a fait, Poutine a probablement répondu « Non, nous pensions en avoir déjà parlé. Ça n'arrivera pas, d'accord ?» Ainsi, 2 heures après la réunion, Trump publie sur Truth Social « Nous n'allons pas opter pour un cessez-le-feu immédiat. Nous voulons l'accord complet, le tout, comme on dit parfois en Amérique. » Oui, nous allons y aller à fond. Donc cessez-le-feu immédiat. Oubliez ça. L'autre point essentiel, bien sûr, c'est que Trump avait accepté de ne pas laisser les Ukrainiens saboter les progrès sur l'Ukraine. Ça semble étrange, non? Il ne laisserait pas le dirigeant de l'Ukraine le saboter. Oui, eh bien, c'était comme ça. Zelensky devait être tenu à l'écart et maintenu sous contrôle. Et il n'y avait pas d'exemple plus frappant de ce que Trump avait en tête. Et de ce que Poutine avait aussi en tête, que cette réunion que j'appelle les 7 nains. Juste après l'Alaska, quelques jours plus tard, Trump a réuni ces 7 nains. Et ce n'est pas qu'il soit Blanche-Neige, loin de là, mais il a dit, écoutez les gars, voilà comment ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Et, oh, excusez-moi, voudriez-vous bien partir, s'il vous plaît? Parce que mon ami Vlad est au téléphone en ce moment. Il m'avait promis d'appeler, et je vais prendre son appel. Nous reviendrons. Une demi-heure plus tard, ils reviennent pour recevoir des instructions. Le problème, c'est que les Européens et Zelensky pensaient, eh bien, nous pouvons contrer cela. Et pendant un certain temps, cela semblait fonctionner. Les partisans de la ligne dure à Washington, comme Keith Kellogg, l'envoyé spécial pour l'Ukraine disait au monde qu'elle était en train de gagner, que les Russes perdaient, que l'économie russe s'effondrait ainsi.
Je veux dire, donc Trump, apparemment, en écoutant cela, a dit d'accord, eh bien peut-être que nous devrions avoir un cessez-le-feu immédiat, vous savez, et nous soutiendrons Zelensky. Ce qui s'est passé, bien sûr, c'est qu'ils ont constaté que cela avait atteint une impasse, et ils s'en sont rendus compte il y a plusieurs semaines. Je parle des incroyables avancées militaires russes dans le Donbass, et même au-delà du Donbass, perçant des lignes ukrainiennes anciennes, très solides et fortifiées, et montrant clairement que cela ne va pas durer beaucoup plus longtemps. Les Ukrainiens désertent par milliers. Ils n'ont pas de nouvelles armes, encore moins de nouvelles recrues pour les utiliser. Et leur situation économique et financière est dans une détresse extrême. Et les Européens, peu importe à quel point ils se frappent la poitrine, n'ont pas les moyens d'aider l'Ukraine. Alors que s'est-il passé? Finalement, lorsque Pokrovsk a été percé, lorsque Volchansk a été percé, il est devenu clair que ce n'était qu'une question de temps avant que la Russie ne domine tout le front. Était-ce soudain? Non. C'était morceau par morceau, n'est-ce pas? En d'autres termes, les Russes avançaient comme ils l'ont toujours fait. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de soldats ukrainiens sur leur chemin. Très bien, ils sont donc passés. L'autre aspect qui, à mon avis, est vraiment lié à cela, et c'est probablement la seule partie qui relève davantage de la spéculation, c'est que je relis les enquêtes et les révélations sur la corruption aux proches de Zelensky assis sur des trônes dorés. Zelensky cronies sitting on golden potties. That's out of the mouth of Putin. Cela vient directement de la bouche de Poutine, rien de moins. Et toutes ces choses qui ont été découvertes à propos d'une corruption éhontée. Vous savez, on ne peut pas vraiment dire que je sois choqué, car l'Ukraine a toujours été comme ça. Mais maintenant, les plus proches amis de Zelensky se révèlent être ce qu'ils sont, une bande de kleptomanes. Et donc, Zelensky est pris au piège ici. Il est vraiment difficile de croire que tout l'entourage de Zelensky soit coupable de toutes sortes de corruption, et que Zelensky, comme l'a dit un commentateur, soit une pure âme innocente, totalement ignorante de tout cela. C'est difficile à croire. Donc, entre la question de la corruption et les revers sur le champ de bataille, Zelensky se trouve dans une position très très faible. Et tout à coup, voilà qu'apparaît ce plan. Un plan en 28 points. Eh bien, je pense que c'est une erreur de considérer cela comme un plan. C'est plutôt un point de départ. Le mot russe pour plan signifie aussi quelque chose comme un calendrier ou un schéma. Vous savez, ce sont des éléments de discussion assemblés par Kirill Dmitriev et Witkoff. D'accord? Nous savons que Witkoff est allé en Floride pour rencontrer, Dmitriev est allé en Floride pour rencontrer Witkoff le jour même où Trump a imposé davantage de sanctions. Donc, vous voyez, c'était très étrange, mais ils ont réglé ça en 3 jours, si je me souviens bien, et ils ont abouti à ceci. Je n'appelle pas ça un plan, disons que ce sont des points de discussion. C'est juste bon pour amorcer la conversation. Maintenant, tout le monde a dit, « Oh mon Dieu, c'est un pot pourri, c'est un buffet, c'est insensé. » Oui, eh bien, vous savez, miracle des miracles, hier après-midi, à peu près à cette heure-là, Poutine a dit, « Oui, c'est une bonne idée. » Nous l'avons maintenant par les canaux officiels. Jusqu'alors, tout venait des Ukrainiens et d'autres sources. Et à mon avis, c'est probablement le général Kellogg qui a fait fuiter l'information pensant qu'il pourrait faire capoter toute l'affaire. Quoi qu'il en soit, Poutine se lève et, vous savez, cette mise en scène, ce ballet qu'il exécute lors de ses réunions du Conseil de sécurité nationale. Une fois récemment, c'était Vladimir Poutine, le maître de maison, qui a dit « Bon, maintenant nous allons parler des transports, ministre des Transports. » Et puis Vladimir Poutine a dit « Excusez-moi si je peux me permettre, je voudrais parler de quelque chose de plus important. » Et je pense qu'il s'agissait de la menace américaine,
de reprendre les soi-disant essais nucléaires. D'accord. En tout cas, la même chose s'est produite hier. Qui était-ce? Matvienko, Valentina Matvienko, la seule femme de ce Conseil de sécurité. Elle dit, « Monsieur Poutine, avant que nous en venions à Lavrov, si je peux me permettre, c'est toute une chorégraphie, c'est magnifique. » Il dit, « Oui, qu'avez-vous » Elle répond, « Eh bien, vous savez, il y a beaucoup de discussions à propos de ce soi-disant plan de paix en 28 points de Trump. Puis-je vous demander ce que vous en pensez, votre attitude et comment cela se rapporte? C'est essentiel à vos récentes discussions avec le président Trump en Alaska. » Eh bien, cela vaut la peine d'être répété, pas mot pour mot, mais dans l'esprit. Poutine dit, vous avez raison. Avant la réunion en Alaska et pendant les discussions préliminaires, la partie américaine nous a demandé de faire quelques concessions, quelques compromis. Nous avons donc fait preuve de flexibilité. Le point principal de la réunion en Alaska était que nous avons confirmé qu'il s'agissait de questions complexes et que nous étions prêts à montrer cette flexibilité. Cependant, après la réunion à Anchorage, il y a eu une certaine pause du côté américain, et nous comprenons, c'est Poutine qui parle, que cela est lié au refus de facto de l'Ukraine, au rejet du plan de paix proposé par le président Trump. Et je crois que c'est précisément pour cette raison qu'une nouvelle version a vu le jour. En somme, ce calendrier, ce plan, cette esquisse mise à jour, si l'on veut, composée de ces 28 points. À présent, je crois, dit Poutine, qu'elle pourrait servir de base à un règlement de paix définitif, et elle n'est pas discutée en détail avec nous. Autrement dit, les Américains ont présenté ce document, l'ont montré aux Ukrainiens, mais ils ne nous en ont pas parlé en détail. Je pense savoir pourquoi, dit Poutine. Je peux le deviner. La raison, à mon avis, c'est que l'administration américaine n'a pas réussi à obtenir le consentement de la partie ukrainienne. Et les Alliés se bercent également de l'illusion qu'ils peuvent infliger une défaite stratégique à la Russie. J'attribue cela, dit Poutine, à une compétence insuffisante. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus pour le moment, ajoute-t-il. Cela découle plutôt d'un manque d'informations objectives sur la situation réelle sur le terrain. Enfin, il semble que ni les Ukrainiens ni les Européens ne sachent ce qui se passe sur le terrain à Volchansk et dans toutes ces autres zones. Par exemple, le 4 novembre, Zelensky a déclaré, c'était il y a seulement 2 semaines, qu'il n'y avait pas plus de 60 soldats russes à Kupiansk. Cependant, je voudrais vous informer que nous occupions toute la ville à ce moment-là, le 4 novembre. C'était juste nos gars, je suppose, comme il le dit. Nos gars étaient là pour terminer, faire le nettoyage, et le sort de la ville avait déjà été décidé. Alors pourquoi Zelensky disait-il cela à ce moment-là? Voilà un exemple concret. En terminant ici, les instigateurs européens, instigateurs est le mot qu'il emploie, doivent comprendre que ce qui s'est passé à Volchansk, à Kupiansk, et inévitablement dans d'autres zones clés le long du front, se reproduira. Peut-être pas aussi vite que nous le souhaiterions, mais inévitablement est le mot. Dans l'ensemble, cette évolution nous convient, car elle conduit à la réalisation des objectifs de l'opération militaire spéciale, même si cela doit passer par une confrontation armée. Cependant, Adnaka, si vous savez comment ils utilisent Adnaka, c'est-à-dire cependant, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, nous restons prêts pour des négociations de paix. Et cela, bien sûr, nécessite des discussions substantielles et approfondies sur tous les aspects du plan proposé, ou de l'esquisse, quel qu'en soit le nom. Nous sommes prêts pour cela. Passons maintenant au sujet proposé pour discussion aujourd'hui au Conseil de sécurité. Ministre Lavrov, il y a là beaucoup de contenu.
Et bien sûr, Poutine a tout à fait raison de dire que les États-Unis ont suspendu leurs promesses faites en Alaska afin de s'assurer que Zelensky ne sabote pas l'ensemble du processus à venir et qu'ils se sont en remis aux Européens. Et à sa manière imprévisible, il a déclaré « Oui, nous devrions avoir un cessez-le-feu immédiat ». Mais vous savez, il ne faut pas prêter attention à ce que dit la presse occidentale, ni à ce que dit le Financial Times. Vous prêtez attention à ce que dit Poutine, d'accord? À ce que dit Lavrov. Et vous savez, ce n'est pas une forme sophistiquée de kremlinologie. C'est simplement la façon dont le monde fonctionne. Et ce qu'ils disent, pour revenir à mon premier point, c'est que notre priorité incontestable est de créer les conditions d'une meilleure relation avec le secrétaire. Fin de citation. Maintenant, ce n'est pas un parcours sans embûches. Nous n'arrivons même pas à obtenir un accord pour qu'il restitue les biens confisqués par Obama juste avant son départ de la Maison-Blanche, et nous n'arrivons même pas à obtenir un service de vol direct. Donc c'est vraiment difficile, mais nous le faisons. Et c'est notre priorité. L'Ukraine, nous attendons, ça va prendre un peu plus de temps, mais nous avons désormais une sorte de cadre sur lequel travailler. Et nous allons le faire parce que nous pensons que Trump veut aussi le faire. Et c'est ça, le point essentiel. Si Poutine et Trump veulent tous deux faire cela, je pense qu'ils en ont un peu assez de Zelensky. Le terrain a été préparé pour se débarrasser de lui, que ce soit par la corruption, la mauvaise gestion, ou simplement parce qu'il refuse de laisser ses généraux donner l'ordre à ces dizaines de milliers de personnes prises dans ces chaudrons de se rendre et de sauver leur vie. Ou bien parce qu'il n'a pas donné l'ordre de quitter ces chaudrons quand c'était encore possible. Je veux dire, Zelensky a beaucoup à expliquer, et je pense qu'il ne faudra pas très longtemps avant que nous le voyions comme un simple homme de paille, s'il est encore là. Oui, non. Enfin, cela a tout de même un certain sens, dans une certaine mesure, cette réticence à se retirer des chaudrons et des villes une fois qu'il est évident qu'ils sont perdus. Parce que, encore une fois, que feraient les États-Unis dans ce cas? Il semble qu'une grande partie de tout cela dépende de la communication, car Trump peut soit exercer une pression sur l'Ukraine, s'il pense que celle-ci peut gagner, soit, si la Russie peut l'emporter, faire pression sur les Ukrainiens pour conclure un accord. Je pense que c'est pour cela que les opérations de communication sont si importantes du côté ukrainien. Cette réticence à se replier malgré les pertes horribles qu'ils subissent, et tous ces soldats qui sont en pratique contraints soit de se rendre, soit de mourir. Je pense que les Européens contribuent évidemment à cela. Beaucoup de propagande éhontée, et appelons les choses par leur nom, des récits complètement délirants, très détachés de la réalité. Mais encore une fois, beaucoup dépend de ce que Trump pense. S'il va rejoindre le combat contre la Russie ou pousser à mettre fin à la guerre selon des conditions défavorables aux Européens. Il y a donc beaucoup d'enjeux autour de ce récit. Je comprends pourquoi la communication est si importante, pourquoi ils veulent conserver les villes malgré les pertes horribles. Le problème, bien sûr, c'est qu'il s'agit d'une guerre d'usure. C'est un gain à court terme en termes de maintien du récit, alors qu'ils épuisent encore davantage leurs forces. Mais cela soulève une question. Trump est-il réellement au courant? Tu as mentionné la question de savoir s'il reçoit ou non des informations objectives. Et encore une fois, c'est intéressant, car nous avons appris pendant la première administration Trump que les généraux et les membres de l'armée tentaient de contrôler les informations qu'ils recevaient. Car si l'on peut contrôler l'information, on peut influencer sa prise de décision. Mais encore une fois, nous entrons maintenant dans ton domaine, ton expertise, ton expérience de plusieurs décennies en tant qu'analyste spécialisé sur l'Union soviétique et la Russie. Comment évalues-tu la position de Trump?
penses-tu qu'il soit pleinement informé de ce qui se passe? Parce que je ne suis jamais sûr de savoir à qui il joue la comédie. Je veux dire, la paix avec les Russes est très impopulaire dans de nombreux camps. Zelensky n'en veut pas. Les Européens ne veulent aucune paix. Et les faucons à Washington n'en veulent pas non plus. Alors, est-ce qu'il les trompe ou est-ce qu'il trompe les Russes? Parce que ce qu'on entend de la Russie, c'est toujours la même chose. La principale préoccupation, c'est que tous ces efforts de paix sont factices, qu'il s'agit simplement d'un autre Minsk, une tentative de geler les lignes de front, de reconstruire les forces armées ukrainiennes et de gagner quelques années pour introduire des missiles à longue portée. Ou bien s'agit-il d'un véritable désir de Trump de réellement résoudre ces tensions avec la Russie? Parce que cela impliquerait de s'attaquer à la nécessité d'élargir, ou plutôt à l'échec d'établir une architecture de sécurité européenne commune. Toutes ces choses qui, au cours des 30 dernières années, nous ont conduit à la guerre que nous voyons aujourd'hui. C'est une question très longue, j'en ai conscience. Mais comment évalues-tu cela, Glenn? Dans vos remarques préliminaires à cette question, vous avez dit « Si l'Ukraine pouvait gagner », je veux dire l'Ukraine ne peut pas gagner. C'est la nouvelle réalité. Maintenant, votre autre question est bien plus pertinente. Trump sait-il que l'Ukraine ne peut pas gagner? Eh bien, il a renvoyé, ou du moins le général Kellogg a annoncé sa retraite en janvier. C'était le grain de sable dans l'engrenage, celui qui disait à Trump et à tout le monde que les Russes perdaient, que leur économie s'effondrait, qu'ils perdaient des dizaines de milliers de soldats, et que ce n'était qu'une question de temps avant que l'Ukraine ne gagne. Des trucs insensés. D'accord? Donc l'apparition de ces 28 points, et je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de discussions en coulisses, en d'autres termes, le bon côté des choses, c'est que les Russes et les États-Unis se parlent sans se livrer à de grandes batailles de propagande. Witkoff discute avec Dmitriev, Rubio peut-être avec Lavrov, mais je pense que Lavrov considère Rubio comme l'un des grains de sable dans l'engrenage. Maintenant, Rubio adopte une position différente sur les grandes lignes politiques, pour ainsi dire, émanant de Washington. Il est beaucoup plus acerbe envers la Russie, comme il l'est envers le Venezuela. Mais je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Poutine a décidé d'autoriser Dmitriev, son homme des investissements, son grand financier, à discuter sérieusement, pour ainsi dire, avec Witkoff. Nous nous retrouvons donc avec cette proposition, et voilà Poutine qui dit « Écoutez, voici l'accord ». Nous avons progressé dans des endroits où Zelensky, il y a seulement 2 semaines, disait « Nous avons 300 personnes, 600 personnes », alors que nous les avions déjà pris. Ne le savait-il pas, ou ment-il simplement? Bien sûr qu'il ment. Et puis, vous savez, ces histoires de trône doré, encore une expression sortie de la bouche de Poutine, c'est vraiment nuisible. Maintenant, laissez-moi vous proposer une petite spéculation, Glenn. Lorsqu'ils ont mis en place le NABU, l'organisme d'enquête chargé d'examiner la corruption en Ukraine, une tâche immense, ce sont les Américains qui les ont aidés à le créer. Mes vieux amis de la CIA le savent, et il est difficile de croire qu'ils n'aient pas laissé derrière eux au moins un responsable coopté ou quelques dispositifs d'écoute. Ils savent dans les moindres détails ce que fait le NABU et ce qu'il a découvert. Alors, quand mettez-vous sur la table ces centaines de millions de dollars détournés, prélevés sur des positions défensives dont les forces ukrainiennes ont tant besoin? Quand soulevez-vous cette question? Eh bien, quand vous voulez atteindre Zelensky. Maintenant, il perd sur le champ de bataille. Il perd aussi la bataille de l'opinion publique ici. Il me semble que même en Ukraine, on commence à poser toutes sortes de questions embarrassantes. Il est difficile de croire qu'il était au-dessus de tout cela.
aussi pur que la femme de César, pour ainsi dire. Je pense donc qu'ils le tiennent, comme il l'a reconnu hier. Je ne peux pas offenser mes amis. Je ne vais pas perdre mes amis. Et je pense que l'idée de Trump est plutôt bonne. Et si Zelensky veut se sauver et ne choisit pas simplement de partir pour la Riviera italienne, il sera plus malléable que jamais. Et Trump pourra dire à Poutine, « Très bien, je t'avais promis que Zelensky allait mettre un frein à nos plans de paix en Ukraine. Maintenant, il a changé d'avis. Alors, passons à l'action. Mettons-nous autour de la table et négocions vraiment. » Maintenant, il y a beaucoup de choses étranges dans tout cela. 28 points. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que Trump dise « J'aimerais que ce soit prêt pour le 27. C'est notre Thanksgiving. Donc, faisons en sorte que ce soit terminé d'ici le 27. » Eh bien, voici Poutine, comme je l'ai cité, disant « Écoutez, cela va nécessiter une discussion de fond, cela va prendre du temps. À mon avis, rien ne se passera d'ici le 27, à moins qu'il ne s'agisse d'un accord formel pour adopter ce calendrier, cet ordre du jour, ce plan de paix ensemble, États-Unis et Russie, et de le traiter très sérieusement avec des négociateurs de très haut niveau. Cela, je pense, est tout à fait possible. Mais que nous ayons un accord final aussitôt, eh bien, non. Mais nous aurons de nouvelles avancées militaires le long de la ligne de front. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps avant que les Ukrainiens ne manquent de force. Ils désertent par milliers, et ceux pris dans la nasse devront finalement lever les mains et dire « D'accord, nous n'avons pas d'ordre de reddition, et j'espère que personne ne me tirera dans le dos, mais bon, occupez-vous de moi, s'il vous plaît, Russes. » Cela va arriver. Cela se produira sur plusieurs semaines, mais les négociations elles-mêmes devront se dérouler ainsi. Et l'une des dispositions, bien sûr, est que l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN, ne sera pas membre de l'OTAN. Et c'est bien sûr la principale chose que les Russes avaient demandé, recherchée et obtenue en avril 2022, à peine 6 semaines après le début de la guerre. Oui, il s'agit des questions territoriales. Je ne pense pas que les Européens comprennent toujours que, lorsqu'ils continuent à dire qu'après la guerre, ils vont continuer à envoyer des armes, peut-être même des troupes, et à rapprocher l'Ukraine de l'orbite de l'OTAN, que l'Ukraine peut encore rejoindre l'OTAN. Ce qu'ils signalent réellement à la Russie, c'est que tout accord de paix fondé sur la neutralité ne sera très probablement pas respecté. Il s'effondrera. Donc, si vous ne croyez pas que l'Occident permettra un jour à l'Ukraine d'être neutre, que conseilleriez-vous aux Russes? Vous savez, cela reviendrait à dire « Prenez le territoire que vous ne voulez pas voir tomber entre les mains de l'OTAN ». Toute cette prétention à être pro-ukrainien revient simplement à condamner l'Ukraine à un avenir terrible, vraiment terrible. J'ai bien entendu le discours très pessimiste de Zelensky. Je n'étais pas tout à fait sûr de la façon de l'interpréter, car d'un côté, il dit qu'il faut choisir entre notre dignité ou la défaite. Mais alors nous perdrons notre principal partenaire, les États-Unis, ou accepter ce compromis humiliant. Donc oui, il est difficile de savoir ce qu'il voulait dire par là. Il a aussi déclaré que les Ukrainiens sont faits d'acier, mais que même l'acier peut se briser sous une pression suffisante. Là encore, cela peut s'interpréter de deux manières. Soit qu'il faut parvenir à un accord de paix douloureux, soit qu'il s'agissait d'un appel aux Européens pour qu'ils viennent aider. Je n'étais pas tout à fait sûr. J'ai plutôt tendance à penser que cela commence à ressembler à un discours de reddition, mais ce n'était pas entièrement clair pour moi. Il n'y avait pas assez d'ambiguïté. Juste une remarque cependant, ce n'est pas une question. Mais j'ai remarqué que, même s'il y a toujours eu cette bataille de récits, les faucons anti-russes continuent de prétendre que l'Ukraine peut encore gagner. Je pense que nous en sommes maintenant au point
où il est tellement dommageable de poursuivre la guerre que même certains de ces faucons commencent à reconnaître qu'elle doit se terminer. J'ai vu Neil Ferguson, le commentateur britannique, dire récemment, peut-être il y a un jour ou deux, qu'il n'y a aucune chance que l'Ukraine gagne la guerre. Et en plus, l'économie russe ne vacille pas. Je veux dire, c'est un vœu pieux, ce n'est pas la réalité. Et si nous attendons plus longtemps, l'accord ne fera qu'empirer encore et encore. Je veux dire, c'est le même Niall Ferguson qui, tu sais, a interviewé certains responsables américains et britanniques et a écrit cet article en mars 2022, où il soutenait que le Royaume-Uni et les États-Unis n'accepteraient qu'un changement de régime à Moscou comme issue politique acceptable, quelque chose que plus ou moins Zelensky a également confirmé. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as maintenant tous ces faucons, dont beaucoup commencent à reconnaître que ce n'est plus dans notre intérêt que nous devons mettre fin à cette guerre. Il semble donc que quelque chose soit vraiment en train de basculer ici. Maintenant, l'économie russe est une chose, mais ce qui effraie la plupart de ces gens, c'est ce qui se passe sur le champ de bataille. Comment vois-tu cela, toi? Tu sais, il y a eu par le passé quelques avancées russes progressives, mais ce que nous voyons maintenant semble très différent. La principale ligne défensive sur l'ensemble du front semble s'effondrer, et il ne semble pas y avoir grand-chose derrière. Penses-tu que le désir ou la motivation des Russes à continuer de se battre les convaincra de ne pas conclure d'accord ici? Parce qu'il y a aussi beaucoup de pression à Moscou. Ils ont beaucoup saigné. Ils ont subi de lourdes pertes depuis 3 ans et demi. Alors, vont-ils vraiment conclure un accord où ils doivent faire confiance à Washington, aux Européens et à Zelensky, ou vont-ils simplement viser la victoire totale et prendre tout ce qu'ils veulent? Eh bien, sur la question de la confiance, Glenn, tu sais ce que ça signifie. Faire confiance, mais vérifier. En réalité, c'était Nixon et Kissinger, et j'étais là. Je remonte au traité ABM, en 1972, d'accord? J'étais chef de la section de politique étrangère soviétique à la CIA. J'étais à Moscou. Alors Kissinger nous a demandé, si nous faisons confiance, pouvez-vous vérifier? J'ai dû retourner voir les gens qui géraient les satellites et tout ce genre de choses. Et j'ai dit, bon, qu'en est-il? Kissinger veut savoir combien de temps il nous faudrait pour découvrir une violation du traité. Et la réponse est revenue. 1 semaine, 10 jours. Nous avons dit cela à Kissinger. Il a répondu, d'accord, c'est suffisant. C'est suffisant. Ont-ils triché? Oui, ils ont triché. Un énorme radar. Et comment s'appelait cet endroit? Krasnoyarsk, au cœur de la Sibérie. Nous les avons interpellés à ce sujet. Reagan était doué pour ce genre de choses. Il a dit, montrez-leur les photos, bon sang, et dites-leur de le démolir. Eh bien, ils ne l'ont jamais fait avant que Gorbatchev n'arrive, et il a dit, très bien, il y a un radar ABM. Quoi qu'il en soit, faire confiance mais vérifier remonte à cette époque. Et bien sûr, Reagan l'a appliqué à fond. Mais, vous savez, c'est très simple maintenant. Les Ukrainiens ont perdu. Et Trump a dit aux Ukrainiens, écoutez, vous n'avez pas de bonne carte à jouer, d'accord? Et maintenant, il revient en disant la même chose. Il a dit que Witkoff, un de ces types de l'immobilier, un négociateur, dit à Dmitri, écoute, non seulement on peut régler cette affaire, mais on peut avoir ton tunnel sous le détroit de Bering. Nous avons toutes sortes d'avantages économiques à entretenir une relation décente. Maintenant, ça ne va pas se produire de sitôt. Le tunnel pourrait être construit, mais il faudrait d'abord développer beaucoup d'infrastructures. Il y a donc des opportunités. Et bien sûr, Trump et Witkoff sont attirés par de telles opportunités. En fin de compte, ce sont les Européens qui ont donné à Zelensky des raisons de croire qu'il pouvait résister à ce qui est sorti d'Anchorage. D'accord, je blâme les Européens pour cela. Mais soyons justes,
C'est Joe Biden qui a amené les Ukrainiens à croire que nous serions à leur côté aussi longtemps qu'il le faudrait. Obama avant Biden, Biden était son vice-président, aurait dû en tirer une leçon. Before Biden was his vice president, should have learned something. Obama warned, look, the worst thing we can do Obama a averti. Écoutez, la pire chose que nous puissions faire pour le peuple ukrainien serait de lui donner l'idée qu'il pourrait l'emporter sur une Russie bien plus forte, juste à ses frontières. Alors ne leur donnez pas d'armes offensives, dit Obama. C'est donc une tragédie pour le peuple ukrainien. Et oui, les Européens sont les plus récents responsables de cette tragédie. Mais cela remonte à ceux qui n'ont pas tenu compte de ce qu'Obama disait, d'une certaine manière, avec bon sens. Écoutez, ne pensez même pas que l'Ukraine pourrait battre la Russie. Et par extension, que l'Ukraine pourrait même affaiblir la Russie. Parce que bon sang, regardez la carte. Et toute une série de généraux et d'autres personnes de toutes sortes. Non, non, non. Obama a tort. Nous pouvons le faire. Et c'était fou. Alors maintenant, ce sont les Européens. Qu'ont les Européens? Ont-ils des missiles? Ont-ils de l'argent? Non. Voici le deal, je vais simplement le redire. Je fais un briefing à Poutine, d'accord? Je suis le rapporteur quotidien de ce président, et je l'étais aussi pour Reagan d'ailleurs. Donc je dis, maintenant, Monsieur Poutine, vous allez rire de ça, mais voici le plan. Voici le schéma que l'Occident a pour récupérer ses pertes et gagner en Ukraine. D'accord? Maintenant, les Ukrainiens vont acheter des armes aux États-Unis. Mais les États-Unis n'ont pas encore d'armes à épargner. Et les Européens n'ont pas d'argent pour acheter de telles armes. Bon, disons qu'ils trouvent un peu d'argent et qu'ils décident de le dépenser. Oh, d'ici là, il n'y aura plus de forces ukrainiennes à qui les donner. Donc, c'est ça leur plan. Non, non, ne souris pas. Écoute, je te le dis, c'est leur plan. C'est fou. Bien sûr que c'est fou. Ils n'ont aucune carte en main, et les Européens vont céder. Je prédis qu'ils vont se rallier dans 2 semaines et soutenir Zelensky, parce qu'il n'a pas d'autre option que de faire ce qu'il a dit hier qu'il ferait. Maintenant, je reconnais que c'était ambigu. C'était intentionnellement et trompeusement ambigu, d'accord? Mais il a bien dit qu'il ne voulait pas perdre son meilleur ami aux États-Unis. Il pensait que les propositions de Trump étaient vraiment bonnes, d'accord? Et soyons honnêtes, c'est un excellent acteur. Je veux dire, il aurait dû rester sur scène, bon sang. C'était une prestation parfaite de sa part, et il l'avait clairement apprise par cœur grâce au MI6 britannique, tout ce truc avec les pancartes, pour pouvoir réussir son coup. Donc oui, c'est un excellent orateur, mais il n'a plus d'accord ni d'Européens pour le soutenir. Ce que Poutine observe maintenant, c'est une sorte de pause entre le 15 août, Anchorage, et ensuite toute cette histoire avec Kellogg et d'autres qui influencent Trump. Et puis les Européens qui disent à Zelensky, « Non, 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 ne t'inquiète pas, nous te soutiendrons aussi longtemps qu'il le faudra. » Très bien. Eh bien, ils vont devoir dire, « Président Zelensky, aussi longtemps qu'il le faudra, c'est maintenant. Nous n'avons plus d'argent, plus d'armes, et les États-Unis se retirent. L'OTAN se désagrège, désolé pour ça, faites le meilleur accord possible. » Au fait, c'est un bon acteur. Je me souviens avoir regardé ces films il y a environ 10 ou 15 ans. Certains étaient des films russes, où eh bien, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est quand même un peu étrange pour moi qu'il soit le président de l'Ukraine. Mais oui, ma dernière question était, comment penses-tu que Trump pourrait manœuvrer en coulisses? Parce que bien sûr, tu as souligné qu'il attendait, de manière assez prévisible, que l'Ukraine s'épuise sur le champ de bataille. Et tu sais, s'ils ne peuvent pas nier qu'ils ne vont pas gagner, c'est assez significatif, surtout à mesure que la situation économique se dégrade. C'est assez significatif.
Mais dans quelle mesure pensez-vous que Trump a été impliqué ou peut-être a aidé à faciliter ou à tirer parti du scandale de corruption? Et aussi, comment gère-t-il ses relations avec les Européens? Parce que chaque fois que Zelensky subit des pressions de Washington, il se tourne vers les Européens et ils essayent de saboter cela en promettant « Eh bien, vous savez, nous pouvons prendre la place des Américains. Quoi qu'ils vous aient envoyé, nous pouvons intervenir. Continuez à vous battre. Continuez à traquer ces jeunes Ukrainiens. Arrachez-les à leur foyer et à leur voiture et envoyez-les au front. » Alors, selon vous, comment gère-t-il Zelensky et les Européens pour faire avancer son accord? Eh bien, les Européens ne peuvent absolument pas compenser les États-Unis. L'un des véritables effets secondaires de tout cela, c'est que l'OTAN est en train de se désagréger. D'accord, il y a la Hongrie, la Slovaquie, ceux qui disent « Écoutez, les États-Unis ont raison, bon sang, mettez fin à cette guerre. » Ensuite, il y a la question de l'énergie. Vous savez, il deviendra peu à peu évident pour les Européens à quel point ils se sont fait avoir, à quel point ils ont été dupés. La destruction des gazoducs Nord Stream. Mon Dieu. Alors on est censé croire que quelques Ukrainiens et une infirmière sur un voilier ont fait ça. Tôt ou tard, les Européens vont se rendre compte qu'ils se sont fait avoir. Et maintenant, qu'ont-ils? Ils ont un vrai problème car toute leur existence, ces politiciens de carrière qui ont émergé au sommet, et je parle de Bush, je parle de Macron, je parle de Starmer. Je veux dire, ce sont des politiciens de carrière. Ils ne connaissent rien aux relations étrangères. Alors ce qu'ils vont faire maintenant, c'est simplement dire, eh bien, d'accord, nous avons essayé d'aider les Ukrainiens. Mais mon Dieu, quelle réaction allons-nous avoir dans nos propres pays? Vous disiez que ces milliards valaient la peine d'être dépensés. Et regardez, notre filet de sécurité sociale est maintenant plein de trous à cause de ce qui se passe ici. En d'autres termes, leur objectif principal est de rester au pouvoir. Ils pourraient le perdre si ça s'avère être une mésaventure, et c'est une façon polie de dire une perte totale, un désastre complet de la part des Européens de l'Ouest qui se sont laissés convaincre par des gens comme Joe Biden. Tony Blinken et comment s'appelle-t-il déjà, Sullivan, ont été convaincus de se rallier à cette position. Je veux dire, n'ont-ils pas de carte en Europe, bon sang? N'ont-ils pas écouté les avertissements d'Obama? Une petite parenthèse ici, je t'en ai peut-être déjà parlé, je ne me souviens plus, mais juste pour montrer quel genre de leadership les États-Unis ont eu. Quand Obama a dit « Écoutez, nous devons être prudents », nous devons être prudents quant aux questions que nous choisissons comme existentielles. L'Ukraine n'est pas une question existentielle. Ce n'est pas une question centrale. Ce n'est pas un grand enjeu stratégique pour nous. Pour les Russes, ça l'est. Par conséquent, la pire chose que nous puissions faire, comme je l'ai déjà dit, c'est de donner aux Ukrainiens l'idée qu'ils pourraient l'emporter dans une lutte militaire contre la Russie. Ils n'ont pas d'armes offensives. À l'époque, il y avait un secrétaire d'État adjoint sous Obama, et il a dit « Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison, parce que chaque arme que nous donnerions à l'Ukraine, les Russes pourraient l'égaler, et ils pourraient doubler, puis tripler, puis quadrupler. Donc vous avez parfaitement raison, Monsieur le Président. » Eh bien, Glenn, je pense que tu sais de qui il s'agissait, mais je vais le dire à ton public. C'était Tony Blinken. Tony Blinken. Plus tard, il devient secrétaire d'État, notez-le bien, sous Biden. Et maintenant, que dit-il? Quelque chose de complètement différent. Ou bien a-t-il oublié qu'il avait raison la première fois? Ou que Biden avait raison? Qu'Obama avait raison la première fois? Je veux dire, cela en dit long sur la qualité du leadership occidental, y compris le régime Biden et une grande partie du régime Trump. Je veux simplement revenir à ce que Poutine a dit hier.
Vous savez, il a parlé de... il a parlé de l'illusion selon laquelle les gens pensent pouvoir infliger une défaite stratégique à la Russie. Oui, voilà. Et ensuite, il dit, maintenant, je crois que cette illusion... Bon, soyons honnêtes, cette illusion est à l'origine de tout cela. Biden. Très bien, Kellogg, voilà. Je crois que cette illusion ne résulte pas tant d'une incompétence insuffisante. Non, pas d'une incompétence insuffisante, je ne vais pas entrer là-dedans maintenant, mais découle aussi d'une absence d'information objective. Maintenant, il a raison sur les deux points. D'accord? Incompétence insuffisante. Il ne veut pas entrer là-dedans. C'est un peu comme, vous savez, prétérition, l'ancienne formule. Je ne veux pas mentionner l'incompétence insuffisante. Mais le fond du problème, c'est que regardez, ces gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Nous les avons prévenus. Nous avons essayé de conclure des accords avec eux. Et enfin, j'aime laisser les gens avec ce truisme. D'accord, cette vérité. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, les situations à Donetsk et à Lugansk, les bombardements de populations russes ou plutôt russophones, le rassemblement d'une armée ukrainienne formée et armée par l'OTAN à la frontière de cette zone, étaient-elles claires? Claires? Eh bien non, elles ne l'étaient pas. Et donc, soit dit en passant, nous avons des documents de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, montrant que le bombardement des zones peuplées de Russes à Donetsk, par exemple, est passé le 14 février de 500 à 14 000, 6 jours plus tard. Très bien. Alors la vraie question maintenant est, la Russie avait-elle une autre option que d'envahir l'Ukraine? Jens Stoltenberg, un de vos amis, sans doute, a admis devant l'OTAN il y a 2 ans. Écoutez, les Russes ont dit que si vous essayez de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, nous serions obligés d'envahir l'Ukraine. Et nous avons dit non. Alors ils ont envahi l'Ukraine. À ce moment-là, 500 000 de jeunes Ukrainiens, sans parler des Russes, avaient péri dans cette fichue guerre, complètement inutile. Donc voilà, Poutine avait-il une autre option? Je ne pense pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'écouter McGovern. Écoutez le véritable expert en la matière, un certain John Mearsheimer, doyen de l'école réaliste des relations internationales. Je lui ai posé la question publiquement lors d'une réunion, et il a dit, écoutez, tout ce que Poutine a fait après la signature des accords de Minsk visait à s'assurer qu'il n'aurait pas à envahir l'Ukraine. Mais Minsk, comme nous le savons d'après les auteurs eux-mêmes, Angela Merkel et François Hollande, n'était qu'une mascarade, simplement destinée à donner à l'Ukraine le temps de renforcer son armée pour qu'elle atteigne les normes de l'OTAN. Oui, c'est ainsi que les choses se sont passées, dit Mearsheimer. Je ne pense pas que Poutine ait eu d'autre option que d'envahir l'Ukraine. Et pourquoi l'a-t-il fait? Eh bien, il espérait que cela ferait terriblement peur à Zelensky. Et est-ce que cela s'est produit? Oui. Zelensky a nommé son meilleur ami pour négocier, David Arakhamia. Il est allé en Biélorussie, puis à Istanbul, a conclu un accord qui a été paraphé, et les États-Unis et le Royaume-Uni sont intervenus pour y mettre fin, convainquant Zelensky. Écoute, si tu restes avec nous, nous te soutiendrons aussi longtemps qu'il le faudra. Zelensky, acteur de profession et désireux d'être le serviteur du peuple et le président de l'Ukraine ad infinitum, a répondu « Oh, d'accord, eh bien, il semble que je vais aller avec vous alors. » Je ne peux pas dire à quel point j'ai honte que les hommes d'État occidentaux, de Biden à tous les Européens qui gravitent autour de lui, ces politiciens de carrière, soient responsables d'environ 1 million de jeunes Européens morts. C'est un lourd fardeau. Et j'espère que certains de ces gens ont une conscience, afin qu'ils puissent vivre avec cela un moment et ne pas entraver une résolution pacifique de cette guerre inutile. Well, I'm
Eh bien, c'était censé être la dernière question. Mais laissez-moi en ajouter une de plus. À quel point êtes-vous optimiste quant à la possibilité que cela mette réellement fin à la guerre? Parce que, encore une fois, avec Trump, il semble aller d'un côté puis de l'autre. Et bien sûr, s'il ne fait aucun progrès, il pourrait simplement abandonner. Il y a beaucoup de variables incertaines en jeu, donc il faut toujours être prudent lorsqu'on essaie de lire l'avenir. Mais étant donné que c'était votre domaine, vous devriez faire quelques prédictions basées sur vos observations. Selon vous, quelle est la probabilité que ce plan en 28 points serve réellement de cadre à de nouvelles discussions? Et pourrait-il vraiment conduire à la fin de la guerre? Car à mesure que les lignes de front s'effondrent, Zelensky et les Ukrainiens pourraient devenir plus enclins à faire des compromis douloureux. Mais en même temps, les Russes pourraient surestimer ce qu'ils peuvent obtenir. Je me demandais donc comment vous évaluez tout cela. Eh bien, laissez-moi me mettre dans la peau du conseiller présidentiel chargé du briefing quotidien de Poutine. Monsieur Poutine, aujourd'hui les nouvelles sont bonnes. Trump a confié à Witkoff et Dmitriev la mission de mener ces négociations. La situation semble bien meilleure qu'il y a à peine un mois. Maintenant, Monsieur Poutine, je me suis entretenu avec mes collègues, y compris les psychologues du Kremlin et de nos services, et ils m'ont dit, écoutez, le mot-clé, c'est mercuriel, d'accord? C'est le mot qui décrit Trump. Or, le dieu romain Mercure était le patron des escrocs, des voleurs, des tricheurs, d'accord? Voilà une chose. Une autre, Monsieur Poutine, c'est que vous avez probablement déjà cassé un de ces, vous savez, ces vieux thermomètres qu'on utilisait autrefois. Tu en as déjà cassé un? Oui? Ah d'accord. Tu te souviens comment le mercure en est sorti et tu as essayé de le ramasser ou de le remuer avec des gants ou quelque chose, mais il s'est brisé en petites billes et a roulé partout. C'est ça, mercuriel. Donc, s'il te plaît, nous faisons simplement de notre mieux dans notre service de renseignement et nous devons te prévenir que, comme tu le sais probablement, je n'ai pas besoin de te le dire. Mercuriel est le mot pour Trump. C'est vraiment difficile à prévoir. Mais les forces sur le terrain, les victoires en Ukraine, le manque d'argent, le fait que les Européens soient inefficaces, et finalement Zelensky va devoir le reconnaître. Le fait que Trump ne veuille pas d'une guerre nucléaire, tout comme vous, c'est une bonne chose. Alors continuons. Vous ne le diriez pas en tant qu'officier du renseignement, mais l'implication serait la suivante. Gardez une relation correcte avec Trump. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais il y a de fortes chances, cette semaine, que vous puissiez établir une telle relation. Et cela, comme je le dis maintenant, constitue le paradigme dominant, le cadre global dans lequel Poutine mène sa politique envers l'Occident. Les États-Unis d'abord. Construisons une relation décente avec les États-Unis. Pourquoi? Eh bien, je pense que c'est assez simple. Poutine est un homme d'État très responsable. Il ne veut courir aucun risque de guerre nucléaire. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Il faut savoir amadouer. Il faut être vraiment gentil avec un type dont le tempérament est comme celui de Trump, changeant, mais aussi délirant et narcissique. La façon de les traiter, c'est avec des gants de velours. Pourquoi? Parce que tu aimes agir ainsi? Non, parce qu'il a les doigts sur le code nucléaire. Voilà comment je vois les choses. Je pense que Poutine va rester prudent. Mais tu sais, en regardant simplement cette situation, où Poutine lui-même disait, il y a 2 semaines, Zelensky affirmait qu'il n'y avait pas plus de 60 soldats russes à Kupiansk. À ce moment précis, nous avions déjà pris Kupiansk et étions en train de le nettoyer. Nos gars faisaient simplement un grand nettoyage des Ukrainiens qui n'avaient pas eu le bon sens de partir. Donc cela va se reproduire encore et encore. Comme le disent toujours les Russes, les faits sur le terrain vont dicter la résolution de cette affaire.
À mon avis, les Européens ne sont pas un facteur. Je veux dire, ils n'ont même pas été inclus dans tout cela. Et Kulis et tous ces autres types peuvent faire beaucoup de bruit. J'espère simplement que Stoltenberg et les autres de son espèce garderont la bouche fermée et laisseront cette affaire progresser vers une solution pacifique, compte tenu de leur rôle peu reluisant dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Oui, cela pourrait faire partie de la motivation de Trump pour aller aussi vite dans toute cette affaire, en donnant en gros un délai d'1 semaine à Zelensky, afin de laisser moins de temps aux Européens pour s'en mêler. Quoi qu'il en soit, Ray, merci beaucoup d'être venu. J'attendais vraiment avec impatience ton point de vue et tu ne déçois pas. Donc encore merci. Merci beaucoup, Glenn. Thank you very much, Glenn.